De nos jours, même si ça semble plutôt courant de voir plusieurs films par année sortir avec des lutteurs en vedette, ça n'a pas toujours été le cas. Alors que Hulk Hogan et Roddy Piper ont brisé le moule dans les années 80 de ce qu'on pouvait permettre aux lutteurs au cinéma, les années 90 et le début des années 2000, elles, sont assez infructueuses. Hercules. Yes, Hercules, it is I. Générant quelques films pour la télévision, des comédies familiales ou des films d'action de série B pour le marché de la VHS. Il faut attendre 2001 pour voir The Rock surprendre Hollywood avec sa participation dans Le Retour de la momie. En réponse à ce succès, Vince McMahon ouvre sa division cinéma en 2002, espérant pouvoir tirer profit des millions de fans de la WWE comme public assuré pour ses futures productions cinématographiques, comme il le souhaite depuis sa première tentative en 1988 avec Combat à finir, en utilisant ses émissions hebdomadaires comme puissant véhicule publicitaire. Une fois la popularité du rock confirmée autour de 2003 avec quelques succès box-office, on se rend compte dans l'industrie que les lutteurs attirent plutôt bien dans les salles un public déjà conquis. Question de retrouver son ou sa lutteuse préférée dans un environnement qui va au-delà de l'arène de lutte, souvent aux côtés de vedettes de cinéma qui produisent des dream matchs du 7e art. Cependant, lorsque The Rock quitte la WWE en 2005, il faut trouver de nouvelles têtes d'affiche pour les prochains films. Et la WWE en annonce 3 qui prendront l'affiche au cours de l'année 2006. The Marine avec John Cena, The Condemned avec Steve Austin et un certain See No Evil avec Kane, qui sera le premier à être accouché par la division. Kane n'ayant certainement rien à envier au casting de n'importe quel autre tueur célèbre, avec son presque 7 pieds et 330 livres, et un range facial d'émotion habitué à faire réagir un aréna plein ou les gros plans d'une émission hebdomadaire, il semble que de le placer dans un slasher comme Vendredi 13 fait parfaitement du sens. Mais est-ce que le film qui en a résulté supporte la logique de sa propre existence? Pour le savoir, retournons ensemble au 19 mai 2006 et découvrons ensemble Le Regard du Diable, alias See No Evil. Le film commence 4 ans plus tôt lorsque 2 policiers sont appelés sur une potentielle scène de crime composée d'images clichés épeurantes de ce qui pourrait être la maison de Ned Flanders qui a flippé sa Switch. Une figure dans l'ombre qu'on devine être Kane se débarrasse du premier policier avant de couper le bras du deuxième. La toune fatigante en background, non pas une musique du lutteur Tyler Bates, ben préparez-vous à l'entendre sans arrêt. Ça fait à peine 4 minutes que le film est commencé, puis déjà je suis un peu jaloux de cette fille-là. Le policier réussit à mettre une balle dans la tête du meurtrier et tombe dans les pommes. Ah, producteur exécutif Vince McMahon, je pense que j'ai trouvé votre problème. On revient de nos jours alors que le policier s'étant fait couper le bras pisse sans s'essuyer le bout de la graine. Un bras coupé, c'est pas une excuse. On aurait pu le montrer faire n'importe quoi d'autre pour montrer son désespoir et son envie de mourir. Du café, une douche, beurrer des toasts. Non, fallait qu'il pisse. J'imagine qu'on va faire une joke de masturbation avec ça plus tard. On rencontre ensuite nos protagonistes, un groupe mixte de jeunes emprisonnés pour différents délits. Bon, sachant que c'est Vince qui produit avec sa grande sensibilité sur les clichés raciaux et sexistes à la WWE, on va essayer de deviner qui a fait quoi. Ok, petit look latino, je vais dire que c'est un voleur ou un fumeux de potes. Ok, petit look de nerd avec sa moustache molle, ses cargos pis son chandail. Clairement un pirate informatique. Ok, elle en camisole, c'est une tough. Probablement là pour s'être défendue. Ok, petite blonde superficielle un peu bitch, a clairement volé un sac Louis Vuitton à Beverly Hills. Ok, lui c'est l'alpha de la gang, le top méchant, indépendant, peu importe son crime, ça va être le plus gros, sans être dégueulasse comme un viol. Ok, petite tatouée avec un toupette des tatouages, Vince va en faire une vendeuse de drogue. Ok, elle, la petite free spirit de la gang, elle est pas vraiment méchante, mais elle doit être là parce qu'elle s'est battue pour ses principes. Dis, c'est toi qui as libéré ces pauvres chiens du chenil. Oui, monsieur, sauver des animaux. Et tu t'es fait arrêter pour ça? Oh, le blague de service. Je veux dire vol par effraction. Peu importe. Sacrement, Vince. La main dans le sac. Toujours aussi prévisible. T'es fâché, salope? En gros, le policier Williams, armé de sa main qui a l'air de l'enfant illégitime de Mae Young et Mark Henry, a offert aux jeunes un programme de réadaptation où, en échange d'une fin de semaine de travail supervisé, ils se font offrir une peine d'emprisonnement écourtée. J'y arriverai pas sans drogue. Hein? Sans drogue? Qui a écrit ça? Y a personne qui réfère à sa substance de choix en disant de la drogue. Hey, on fait la paix si tu veux. Sans problème, on se fume sans cachet. Y a juste quelqu'un qui a jamais rien pris qui va dire de la drogue.
De l'aspirine fait maison? On les amène donc au Blackwell, vieil hôtel abandonné des années 30, style art déco qui a brûlé, en décrépitude depuis, et qui sera rénové puis transformé en refuge pour les sans-abri. USA. Ta grande gueule, tu voudrais que je te la ferme? Suce-moi. Ben voyons, module tes insultes, man. Les kids se mettent donc à la tâche de nettoyer l'hôtel pour le préparer pour les sans-abri. Ben oui, toi. Un hôtel qui a 75 ans, abandonné depuis 30 ans, pas de fenêtre dans les étages du haut, le plafond sur le bord de lâcher, qui a l'air de ça, infesté de coquerelles pis de rats, a juste besoin d'un coup de balai, une couche de peinture pis qu'on lave les toilettes. Calissez-moi ça à terre puis construisez un vrai refuge de personnes en état d'itinérance au lieu de chasser des sans-abri d'un building abandonné complètement pourri juste pour faire passer à mob dedans par des stéréotypes. Du calme là, je suis en train de nettoyer. Après une bonne journée de travail, Williams vient montrer la seule façon que le cinéma était capable d'inventer pour faire bander les vieux puis les jeunes. Fumer une top avec eux. C'est gentil, mettez pas le feu, d'accord? Question de montrer qu'il est un des leurs. Je crois qu'il se tripote avec cette prothèse. Sans arrêt, tiens. Ah, voilà. Vince doit être crampé. Alors que la moitié des jeunes s'en va prendre de la drogue, Tyson puis le nerd s'en vont essayer de trouver le coffre-fort de l'hôtel. Personne sait qu'il existe. Cette cabane est un grand labyrinthe, mais... j'ai tous les plans, moi. C'est pas comme si les plans d'un building abandonné depuis 30 ans avaient été pris sur Internet puis que vous étiez pas les 10 millièmes à vous essayer. Vas-y, approche-toi. Il est mort. Un petit coup de balai puis c'est réglé, voyons. On continue d'apprendre les backgrounds des personnages comme si on avait 3 ans puis que le scénario nous le donnait à la cuillère. Avoue que c'est débile que l'espèce d'enculé qui a fait que je me retrouve en prison dorme à 2 pas juste à côté. C'est incroyable. Le personnage de Russell est doublé par l'acteur québécois Joël Legendre, qu'on connaît surtout pour la voix d'Aladin. Alors j'ai bien de la misère à le dissocier de lui quand il dit des trucs de même. T'es con. En tout cas, pour toi, c'est râpé. Mais je te laisserai peut-être renifler mes doigts un peu plus tard. C'est l'heure de la scène de peau pour Kira. Non! Prends pas ta douche là-dedans! Ah! Non! Vois pas l'eau! Ah, c'est dégueulasse! Elle est surprise par Michael, qui on l'apprend est son ancien tortionnaire et proxénète. Hey, good job quand même, les policiers. Envoyés dans un lieu isolé, sans supervision, un sociopathe pervers narcissique et son ancienne victime. Hey, pour vrai, tu peux pas rénover ça! Mais qu'est-ce que les sans-abri viennent faire ici? C'est dégueulasse! Tyson et le nerd continuent leur escape room avec une porte impossible à ouvrir, pendant que Williams work la travailleuse sociale en charge des filles. Malheureusement pour lui, elle est fiancée. Il a toutes ses dents naturelles? Toutes ses dents naturelles? Oui. Pour avoir été souvent aux États-Unis, je peux vous confirmer que c'est un excellent argument de vente. Puis, à 28 minutes 45, sur 84, enfin, Kane! Nerd, out! Le bruit de l'ascenseur attire l'attention de la travailleuse sociale qui décide d'aller voir. Elle se fait brasser elle avec, puis Kane lui prend un œil pour ajouter à sa collection de yeux dans le vinaigre. Pendant ce temps, Kira, qui porte le même linge qu'avant sa douche, arc, essaye de trouver une sortie par les cuisines de l'hôtel. Les mouches, rappelant un peu la toune dans Jaws, signalent l'arrivée de Kane et Kira est sa prochaine victime. Williams, qui réalise que c'est le gars qui a coupé la main et le goût de vivre au début, est alerté et prend la situation en charge. Qui d'autre est dans l'hôtel? Y a personne. On a délogé les sans-abri avant votre arrivée. Ben oui, question de revendre le refuge à la ville après pour les mêmes sans-abri. Whatever. Mais je vais sauver Kira. Williams ramasse les gens puis part chercher les autres, en disant une réplique qu'on n'a encore jamais entendue dans un film d'horreur. Restons ensemble. Wow! Ça, c'est révolutionnaire. Puis, de nulle part... Ce qui est cool avec le meurtre du policier Williams, c'est que de tuer ton personnage principal en milieu de film, ça laisse aucun des personnages, pour qui tu commences à ressentir de l'empathie, en sécurité. On se sent comme eux, perdu et abandonné, puis on se dit aussi subconsciemment que si le personnage principal peut mourir, n'importe qui peut mourir. En parallèle, on a notre diva de Beverly Hills qui se promène dans l'hôtel en sandales.
On explore ensuite, à travers une petite séquence de montage, les mom issues de Kane, couplés avec le fondamentalisme religieux de sa famille. As-tu vu le péché? As-tu vu le péché? Avec les ongles mycosés et les dents réparées visiblement par Isaac Yankem, on peut dire qu'il est le package deal parfait pour la partie puritaine des États-Unis. Ironiquement, Kane fait maintenant sa campagne électorale auprès de cette même droite religieuse aux États-Unis, alors qu'il avoue clairement dans les commentaires audio du DVD qu'ils sont les vrais méchants du film. To me, one of the themes of the movie is that religious fanaticism breeds monsters. His mother's the real monster. J'imagine que tous les coups sont permis quand tu veux gagner tes élections. Parlant de coups, c'est celui qu'Aladin est en train de tirer qui active l'alarme puritaine de Kane qui s'en va superviser ce qu'ils font avec leur corps comme un bon républicain qui se respecte. S'ensuit après ce qui est probablement la meilleure séquence du film, avec un Kane qui a l'air d'essayer de pogner la valise du Money in the Bank, menant à ce qui est assurément le meurtre le plus mémorable du film. Ouch! Complet avec une mort ironique pour la végétarienne qui voulait sauver les animaux. Kane s'attarde ensuite sur nos deux sociopathes qui vont se cacher dans une chambre. Il me semble que j'aurais rajouté un petit bruit de pète pour qu'ils trouvent la chambre. Kane retrouve Zoé grâce à son hostie de téléphone et se transforme momentanément en représentant Belle pour essayer de lui rentrer un nouveau forfait cellulaire dans la gorge. Oh boy, il existe encore, eux! Vous étiez où, calice? Oh, c'est Michael. Ah bah là! Kane les retrouve et on a notre premier échange entre Michael et Kane. Un duel Michael-Kane? Suce-moi. Tyson et Christina réussissent à se sauver à travers ce qui ressemble au couloir du métro de Montréal, puis Tyson réussit à débarrer une porte aussi rapidement qu'on peut voler un char dans Grand Theft Auto. I need that. Une fois dans la chambre privée de Kane, Tyson est immédiatement attiré par l'argent collé sur les murs. Regarde tout cet argent. My God, Vince, t'aurais pas pu trouver une autre gimmick pour une fois? And now know this, it's money time. Pendant ce temps, Kira est obligé de regarder Kane qui, fait comme tous les autres puritains religieux qui essayent d'empêcher les autres de vivre leur vie. T'amuses bien encore. Gang d'hypocrites. Faut te faire soigner. Oui, on sait comment ça va finir ça encore. C'est quand même fou de penser que pour les Américains, montrer du sexe c'est ultra tabou puis controversé. Mais montrer des pénétrations non consentantes d'objets et de doigts dans n'importe quel autre crise d'orifice improvisé, avec de la violence puis du gore, ça y a pas de stress. En plus de la violence, on est totalement à l'aise de regarder des coquerelles fourrées en gros plan. Mais dès que c'est des humains, notre propre espèce, là c'est plus drôle. Ils ont aucun problème comme société à regarder des animaux avoir du cul en autant qu'ils meurent pas. Mais les humains, c'est le contraire. Ils peuvent s'entretuer autant qu'ils veulent en autant qu'il n'y ait pas de sexe. Ah, la curatrice de l'édifice qui arrive. Trouvez-vous qu'elle ressemble à Christiane, la femme de lutte québécoise? Alors là, je veux que tu me dises pourquoi est-ce que cette grue est encore en vie. Vous connaissez cet homme? C'est mon fils. Ouais. Et pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est l'endroit idéal. Cet hôtel était le repère des déviants, des pécheurs. Mais de quoi tu parles? C'est des jeunes qui payent leurs dettes à la société puis des personnes en état d'itinérance. Si tu voulais vraiment t'occuper des vrais déviants, tu irais t'occuper de la débauche dans un 5 étoiles d'un paradis fiscal. Après un beau pep talk, Kane en a assez et décide de faire son Xavier Dolan et tue sa mère. Ce qui envoie Kane dans une transe, permettant à Christina de le mettre en joue. Pas de balle? Bravo Vince. Ta tête de gars qui a jamais vu un film de sa vie a dû trouver ça très original. No! Kane se réveille et pogne les deux filles en chokeslam. Tout semble perdu. C'est l'heure du Deus Ex Machina, le moment où l'improbable va sauver nos personnages. Michael. Je pense que Vince McMahon aime ça faire gagner des petits toughs. Ça doit renforcer l'image qu'il essaye de cultiver de lui-même, un peu comme M. Burns avec Nelson. Donne-moi ta fortune ou je te défonce la face, compris? Oh, j'aime bien son énergie. Mettez-le sur la liste des rappels. Ah, ça doit être de là que ça vient, les idées conservatrices. Kane s'étire ensuite le sciatique. Je te comprends tellement, dude.
avant de faire son Hans Gruber sur le bord du Nakatomi Plaza et tomber comme Homer qui déboule les gorges de Springfield. Michael, son ancienne victime de violence conjugale, et Christina quittent l'hôtel, traumatisés comme les derniers réveillés d'un party de Saint-Jean qui a mal viré. Puis, le spectateur est renvoyé à la maison avec une critique du film faite par le chien. Fin. Donc voilà, See No Evil. Pas un mauvais slasher, ce qui est déjà un bon point de départ, mais qui ne passera certainement pas à l'histoire du genre non plus. Qu'est-ce que tu me racontes, salope? Les effets gore sont assez réussis, la direction artistique nous plonge relativement aisément dans l'univers d'un vieil hôtel abandonné, et Kane réussit très bien sa mission d'être... Kane. Wasn't acting. Bon ou mauvais, c'est difficile d'être en crise après un film qui reste poli, avec 84 minutes à peine. C'est pas comme de La Visite qui veut pas partir puis qui demande sans arrêt de boire une dernière petite bière à 10 minutes. Le réalisateur, Gregory Dark, qui travaillait anciennement dans le divertissement adulte, ce qui explique peut-être toutes ses pénétrations en gros plan, a essayé d'intégrer son style de montage qu'il nous mettait dans ses vidéoclips pour plaire à la génération MTV. Écoute, petit, écoute. Un beau visuel, certes, mais qui nous sort sans arrêt de l'ambiance d'un film d'horreur, comme si on voulait nous montrer comment la WWE est cool, plutôt que de laisser le film parler pour lui-même. Le problème avec See No Evil, c'est le même problème qui a terrassé la plupart des films du jeune WWE Studio, c'est-à-dire la qualité du scénario. Vince McMahon a souvent avoué n'avoir pas le temps de regarder autre chose que son propre produit, ce qui fait que lorsqu'il pense avoir une idée géniale, il n'a souvent pas le bagage culturel nécessaire pour réaliser que son idée, elle a été faite en long et en large depuis des décennies par tout le monde puis son frère. Les films sont donc bourrés de clichés, là où lui imagine probablement un impressionnant tour de magie scénaristique. Les fans de films d'horreur n'ont pas vraiment répondu à l'appel et See No Evil peinera à rembourser son budget de 8 millions de dollars avec le box-office original, et ce, malgré l'insistance de la WWE d'intégrer dans ses storylines la fixation psychotique de Kane pour la date de lancement du film. May 19th. Un certain 19 mai, ainsi que tout le marketing bizarre, incluant cette fausse biographie novelisée de la vie de Kane qui commence avec l'incident de Katie Vick, ou encore cette idée de le faire parader en gear devant les caméras de la presse le soir de la première. Reste que pour un premier effort, tourné en 32 jours, en Australie, avec le 10e du budget d'un film normal de l'époque, c'est plutôt réussi. Il faudra attendre 8 ans pour que la WWE récidive avec le personnage de Jacob Goodnight pour See No Evil 2, qui est à mon avis un film de meilleure qualité, peut-être parce que plus loin des mains de Vince McMahon. No! Même si j'ai trouvé ma copie DVD dans les vidanges à mon ancienne job, ce n'est ni le seul ni le pire film d'horreur mettant en vedette des lutteurs. Mais ça, on y reviendra. Powerful monster of all time. It's the ultimate fight of the living dead. Ah. Il a pas l'air très bien. C'est pas vrai! Ces gosses n'écoutent rien! Donc d'ici la prochaine fois, bon cinéma et bonne lutte. Et quand c'est possible, moi je dirais les deux en même temps. I am no pervert.